Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19. Mon premier invité, c'est Pierre-André Tchanada, président de l'Institut de l'entreprise et coprésident de la Fabrique de l'industrie. Bonsoir Pierre-André Tchanada. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions à vous poser. Évidemment, on reviendra sur ce bras de fer entre Donald Trump et l'Europe, et notamment Emmanuel Macron qui lui a répondu à Davos. Et puis on attend demain la venue du président américain qui va arriver, qui va débarquer, faire une OPA sur Davos. Donc la question des droits de douane. Est-ce que la stratégie de la surenchère, est-ce que ça peut payer? Est-ce qu'il faut rendre coup par coup? Ma première question, effectivement, c'est est-ce que vous, puisque d'abord vous avez dirigé un grand groupe, Saint-Gobain évidemment, vous êtes maintenant président de l'Institut de l'entreprise, coprésident, je disais, de la Fabrique de l'industrie, est-ce que lorsque vous voyez ces échanges quand même qui sont d'une violence où on a peu connu, est-ce que vous vous dites que c'est important de garder un peu son calme, ou au contraire, vous vous dites qu'il faut rendre coup par coup? On ne peut pas continuer à avoir des droits de douane qui nous tombent dessus, 50, 10, 20, 200%. Sinon, l'économie française ne va pas s'en remettre. Écoutez, quand on voit ce qui s'est passé depuis un an, puisque ça fait un an que Trump est au pouvoir, on n'a pas été déçus en termes d'annonces et ça continue. Alors est-ce que ça s'accélère? Je ne sais pas. C'est le mélange. Ce qui a changé, c'est que là maintenant, il y a le mélange encore plus net entre le militaire, le politique et l'économique. Mais sur le plan économique, on a eu plutôt pire que ce qu'on a aujourd'hui il y a un an, vous vous souvenez. Alors la question, c'est qu'est-ce qui peut arrêter Trump en fait? Il y a une chose dont on est sûr qui a marché, et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait quelques tensions aujourd'hui, c'est les marchés obligataires américains. Ça, c'est le truc qui l'a fait reculer l'année dernière. Est-ce qu'on va voir ça dans les jours suivants? C'est pas du tout sûr, mais ça, on sait que ça l'arrête. Après, sinon, quelle est la bonne stratégie? Est-ce que c'est d'être ferme, de rendre pour carrefour, ou est-ce que c'est d'être, j'allais dire, passive en le flattant, comme a fait le secrétaire général de l'OTAN, ou on fait un peu les Européens? Quand on regarde, si vous voulez, en termes de symboles, on a l'impression que la Chine, c'est mieux. C'est pas vrai si on regarde l'économie, si vous voulez. Les droits de douane qu'a eu la Chine sont bien plus importants que les droits de douane des Européens. Les Européens, sur le plan des symboles, on a tous parlé de ce terrain de golf et de. Oui, mais en fait, oui, mais en pratique, donc sur le plan des symboles, ça n'a pas été du tout. L'Europe a donné l'impression d'être vassalisée, mais sur le plan des résultats, c'est pas forcément un plus mauvais résultat que les Chinois. Ça, c'est la première chose qui me paraît importante. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans le transactionnel avec Trump. Donc comment on fait? Il faut arriver à le faire changer un peu d'avis. Je ne sais pas si c'est d'être dur ou d'être mou qui marche le mieux. C'est pas très clair pour moi. Après, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en Europe, là-dessus, la France est plutôt isolée. Alors, aussi pour des raisons objectives, c'est que la situation, et je vais venir à ça, la situation économique de l'Allemagne et de la France par rapport aux États-Unis, c'est pas la même. Les Américains ont beaucoup, les Allemands ont beaucoup plus à perdre. Alors, et c'est ça mon deuxième point, c'est que pour la France, le sujet des droits de douane avec les États-Unis, alors évidemment, il y a quelques secteurs pour qui c'est très important, mais globalement, c'est pas un gros sujet pour l'industrie française et pour l'économie française. Le sujet qui est beaucoup plus grave pour l'industrie française, c'est l'impact que les droits de douane que Trump a mis sur les Chinois ont de façon indirecte sur le déferlement, et ça concerne des secteurs majeurs de l'industrie française et européenne, vous voulez, le déferlement des produits chinois. Donc moi, je suis beaucoup plus inquiet de ce déferlement dans tous les secteurs de la transition énergétique, dans beaucoup de secteurs technologiques. En fait, le sujet pour l'Europe, c'est beaucoup plus la Chine que les États-Unis. Et donc, par rapport à la Chine, il faut un peu changer de logiciel. Et je crois le président de la République a dit à Davos cet après-midi sur la Chine. C'est aussi un discours, et là j'espère que l'Europe va plus écouter la France, et il y a des chances, mais pas encore gagné. Vous avez tout ce sujet de l'automobile, du contenu local, et je pense que vis-à-vis des Chinois, il faut changer de logiciel. On est maintenant, c'est pas très agréable, mais on est dans une situation de retard technologique de beaucoup de secteurs importants par rapport à la Chine, et donc il faut changer notre approche dans la relation commerciale vis-à-vis de la Chine. Il a dit tout à l'heure, le président Macron, il a dit effectivement sur la Chine, il a dit en fait il faut les faire, c'est assez drôle parce que quand on a un petit peu de bouteille comme nous, c'était l'inverse avant, mais là il a dit il faut que ça soit les entreprises chinoises, les Chinois qui investissent, parce qu'ils sont bien plus en avance avec nous sur le plan technologique. Mais il faut qu'ils investissent. Vous qui représentez l'industrie française, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais il faut qu'ils investissent.
Il faut qu'ils investissent, mais qu'ils investissent en apportant de la technologie dans des JV, un peu ce qu'on a fait nous en Chine. On n'a pas pu y aller tout seul dans beaucoup de secteurs. Oui. Hein. Et donc, il faut des transferts de technologie vers l'Europe. Dans le domaine des batteries, c'est évident, mais il y a toute une série de secteurs dans lesquels, je crois, on est dans cette situation où les Chinois ont tellement subventionné leur industrie, et donc du coup, ils ont une économie d'échelle qui sont tellement importantes aujourd'hui qu'ils sont meilleurs. Autre, vous l'avez souligné, ça fait tout juste un an, donc on a l'impression que ça fait une éternité, mais ça fait tout juste un an que Donald Trump est devenu officiellement président des États-Unis. Est-ce que pour les entreprises, les grandes entreprises, est-ce que c'est plutôt une bonne chose ou pas? Parce que on voit, ici même sur ce plateau, je reçois beaucoup de patrons du CAC 40 ou d'autres qui investissent beaucoup aux États-Unis parce qu'il y a une attractivité, il y a eu la baisse des impôts, il y a une attractivité qui est très grande. Alors quand on regarde, ça dépend beaucoup des secteurs. Quand on regarde tout le secteur financier, les marchés financiers, les banques, tout ça, Trump, ça a plutôt été bon. Si vous regardez l'industrie américaine, elle se porte pas très bien en ce moment. Oui, mais les entreprises françaises qui vont... Oui, il y a eu pas mal d'effets d'annonce. Est-ce qu'il y a des investissements énormes aux États-Unis? Les données qu'on a, pour l'instant, c'est pas encore majeur. Les données sur la transformation de l'industrie américaine, c'est pas encore vraiment très significatif. Donc je pense qu'il y a les discours et il y a la réalité là-dessus. Alors on va parler de réalité, de renoncement, comme vous voulez, vous nous direz ça. L'autre grande actualité, évidemment, c'est le budget, avec aujourd'hui le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a donc déclenché, malgré ses propos du 3 octobre dernier, il a déclenché l'article 49.3. Est-ce que, donc c'est uniquement sur la partie recettes? Bon, a priori, ça devrait déboucher, vous savez, il doit déclencher 49.3, parce qu'il y a la partie recettes, partie dépenses, le texte final qui va revenir du Sénat. Est-ce que vous dites, vous, tant que chef d'entreprise, et les entreprises que vous représentez, il fallait, oui, c'est le prix de la stabilité, c'est d'avoir un mauvais budget, mais au moins c'est la stabilité qui prévaut. Moi, ce que je trouve navrant, si vous voulez, c'est l'espèce de recul en arrière sur le plan de la prise en compte des réalités économiques. En fait, qu'est-ce qui se passe? On a un pays dans lequel on a les records de dépenses, on a le record des impôts. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne touche pas aux dépenses et on augmente les impôts. Et quels sont les impôts qu'on augmente? C'est ceux des grandes entreprises. Oui. Donc en fait, on fait l'ajustement sur le dos des grandes entreprises. Oui. On va revenir là-dessus. Juste, est-ce que vous faites partie? Parce que moi j'ai reçu vraiment des deux côtés. Certains qui disent il faut un budget, même s'il est mauvais, et d'autres qui disaient ah non, il ne faut pas de budget, il est trop mauvais. C'est des chefs d'entreprise. Vous êtes dans écoutez, moi je pense plutôt que la stabilité politique, l'instabilité politique coûte cher. Mais si vous voulez, on va être dans une instabilité politique de toute façon, parce que la leçon qu'on voit de la situation politique depuis quelques mois, c'est qu'il ne va rien se passer avant les élections présidentielles. Ouais. Et donc c'est, si vous voulez, cette espèce de déclassement progressif de la France qu'on voit aussi sur la scène internationale. On ne nous écoute plus. Hein. Le président Macron, il fait des très beaux discours, hein, on est séduit par ses discours, mais malheureusement, il n'est pas écouté aujourd'hui. Hein, il n'a pas été écouté sur beaucoup de dossiers. Donc vous dites la voix de la France est affaiblie. Mais la voix de la France est affaiblie parce que on est écouté quand on est fort. Hein, donc le principal sujet pour la France, c'est de se renforcer. Et là, malheureusement, ce budget n'en prend pas le chemin. Voilà. Alors après, est-ce qu'il valait mieux un budget ou est-ce qu'il valait mieux une instabilité politique? J'ai tendance à dire il vaut quand même mieux un budget. D'accord, vous êtes dans ce cas-là. Alors la question maintenant, c'est quel budget? Bah voilà, c'est un mauvais budget, ça, si vous voulez. C'est un mauvais budget. Et est-ce que, effectivement, comme le disait ce matin le président du MEDEF, Patrick Martin, dans une interview aux Échos, ben voilà, encore une fois, les entreprises, les grandes entreprises, sont les variables d'ajustement. Exactement. Et c'est un budget de renoncement. Ben, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on fait, pour ne rien faire d'autre, comme il faut. En plus, on ne réduit pas beaucoup le déficit. Hein, on devait le réduire à 4. On va de 5,4 à 5. Oui. Hein, on est quand même de très loin le plus mauvais pays d'Europe dans tous les domaines aujourd'hui. On est l'homme malade de l'Europe, hein, je pense. Et on s'enfonce, alors que tous les autres se redressent. Voilà. Donc, si vous voulez, et parce qu'on ne veut pas on ne veut pas prendre de décisions courageuses dans plein de domaines. La seule chose
sur lequel, si vous voulez, je reviens sur votre première question, la seule chose qui est positive dans le budget, pour moi, c'est quand même qu'on va pouvoir augmenter notre effort de défense. Le président de la République y tenait, je pense qu'il a raison. Hein, et donc, s'il n'y avait pas eu de budget, on n'aurait pas eu l'augmentation des crédits de défense. Oui, mais en fait, et d'ailleurs, c'est assez habile du gouvernement, il met le montant de l'augmentation des crédits de défense, c'est ce qu'on demande en plus aux grandes entreprises. Donc, on dit, mais du reste, ça va être fléché. Bon, oui, Est-ce que vous mettez en doute la parole du gouvernement maintenant ? Écoutez, depuis 2 ans, il a raconté des salades aux entreprises, le gouvernement, hein, sur la surtaxe qui est reconduite. Elle devait être pour 1 an. La CVAE, ça fait plusieurs années, hein, c'est un impôt de production qui a la particularité, si vous voulez, qu'on le paye sans avoir gagné le moindre sou. Hein. Ce sont des impôts qui sont vraiment très mauvais et qui est une particularité française. On avait commencé à les baisser un petit peu, on a arrêté complètement. Hein. Et là, là-dessus, on nous a raconté beaucoup de choses qui n'ont pas été tenues. Donc c'est vrai que pour les entreprises, le gouvernement ne tient pas la parole, mais c'est pas, j'allais dire, ça a déjà existé dans le passé. Alors cette taxe sur les grandes entreprises, ça va concerner que, pardonnez-moi, 300 entreprises. Oui, c'est pour ça que du coup, politiquement, on dit on s'en fout. Il n'y a plus les ETI industriels. Alors on s'en fout peut-être, oui. Non, mais c'est ce que disent le gouvernement. Est-ce que la pilule est si dure à avaler pour les grandes entreprises ? Moi, ce que je trouve intéressant, si vous voulez... Juste si vous pouvez répondre à cette question. Je ne sais pas. La situation est différente entreprise par entreprise, si vous voulez. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les grandes entreprises internationales qui ont des choix d'investissement à faire, ça n'est pas positif pour la France. Alors après, si c'est des grandes entreprises françaises, à base française, elles ont envie d'être aussi patriotes. Mais il faut qu'elles soient patriotes, mais elles ont besoin aussi d'être rationnelles, si vous voulez. Donc voilà, je ne sais pas exactement. Mais ce qui est très important, c'est qu'en faisant ça, il y a toute une partie de la classe politique qui essaye aujourd'hui de diviser les grands patrons, les grandes entreprises et les petites entreprises. Oui. C'est très intéressant de voir les réactions des PME et de l'ensemble du MEDEF, hein, qui disent, à juste titre d'ailleurs, que les grandes entreprises, 1, ce sont les champions de l'économie nationale, et 2, ça tire. Il y a cette fameuse théorie du ruissellement dont on parle pour les... Ouais. Mais là, je peux vous dire que sur les sous-traitants, tout le monde le dit. Et donc, en gros, vous voyez dans les réactions depuis quelques jours, vous voyez une réaction très solidaire de l'ensemble des entreprises, des grandes et les petites. Hein, donc, cette espèce de... globalement, le président de l'UDP, Michel Picot, que je recevais il y a quelques jours, lui dit... Ça, c'est les artisans. C'est pas les TPE. Voilà, c'est les artisans. C'est pratiquement les entreprises unipersonnelles. Donc, si vous voulez, moi, je crois que ça, c'est un élément... relativement positif, hein, et que c'est une erreur du gouvernement d'essayer, et de la classe politique, de taper sur les champions. Voilà. Il y a un point quand même positif, surtout que je le rappelle, vous êtes avec Louis Gallois, le coprésident de la Fabrique de l'Industrie. Donc l'industrie, c'est au cœur, en plus c'est au cœur de votre vie professionnelle. Il y a une chose positive, sont que les allègements des cotisations sociales ne sont pas remises en cause, y compris sur une fois et demie le SMIC. Ce que vous demandiez, parce que là, on voyait bien qu'il y avait un débat. Si vous voulez, ce que Louis Gallois a demandé depuis très longtemps, et je suis d'accord avec lui, c'est qu'on augmente on augmente les seuils. Hein, donc là, on voulait mais bon, donc ça aurait pu être pire. Mais on n'est pas parfait là-dessus. Mais le gros sujet, si vous voulez, c'est que c'est l'allègement de charges. Ça, c'est bien pour l'industrie ou pas ? C'est pas suffisant. Le gros sujet, si vous voulez, sur les allègements de charges, c'est qu'en fait, ça ne devrait pas exister, les allègements de charges. S'il y a des allègements de charges, c'est parce qu'il y a des cotisations trop importantes. Et donc, en fait, derrière tout ça, on voit bien qu'on a un énorme problème, qui est le problème du financement de la protection sociale, qui aujourd'hui repose beaucoup plus que sur les autres pays, et pour des choses qui relèvent de la solidarité internationale, comme les sujets famille ou comme les sujets santé, ça repose aujourd'hui sur le travail, beaucoup plus que dans les autres pays. Et donc, il faudra aborder ce sujet. On aurait pu commencer à l'aborder. Je pense que malheureusement, ce n'est pas un sujet qu'on va aborder avant les prochaines échéances présidentielles. Est-ce que ça remet en cause, vous pensez, l'attractivité de la France ? Ça va pas dans le bon sens. Après, les choses sont pas blanc ou noir. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a encore 2-3 ans, la France était un pays qui avait fait d'énormes progrès. Ouais. Simplement, les progrès, c'est long à faire. Et puis, l'image, ça s'abîme vite. Et j'ai peur que l'image s'abîme. Donc, alors, on ne voit pas encore de baisse de l'investissement, mais parce qu'il était déjà à un niveau bas
juste après la dissolution. Donc la comparaison, mais ce qui est très grave, c'est qu'on ait une baisse de l'investissement en France. Oui, comme vous dites, bon, pour l'instant, c'est mais fragile. on n'a pas de baisse parce qu'on a une stabilisation à un niveau bas. Oui, d'accord. C'est pour ça que c'est... Donc il y a quand même, si vous voulez, un risque sur l'attractivité de la France. Oui. Est-ce qu'il y a une accélération de la désindustrialisation ? Alors, il y a eu un frein à la désindustrialisation et un début de réindustrialisation jusque, j'allais dire, 2022-2023. C'est toute la politique qui a été menée par le gouvernement de 2015 à 2018, qui a été une bonne politique. Après, il y a eu un peu un arrêt de ça qui est lié à l'impact de la crise énergétique ukrainienne. Et ça, c'est un sujet européen. Dans cette image européenne, la France n'était pas la plus mal lotie. Là, la crise politique rajoute un petit quelque chose. Et donc, ne va pas dans le bon sens, de ce point de vue-là. Mais je pense que la crise, si vous voulez, actuelle, elle est de la compétitivité de l'Europe. Il y a un élément énergétique dans lequel la France est moins mal placée que les autres pays d'Europe, grâce à notre atout électrique. Et c'est un sujet sur lequel on va plutôt dans la bonne direction depuis quelques mois. Ouais, là, il y a une prise de conscience. Oui, je crois. Que c'est vraiment l'atout et qu'il faut jouer cette carte. Oui. Alors qu'avant, les Allemands nous empêchaient de jouer cette carte. Oui, mais et puis on a quand même eu une prise de conscience, je pense, par tous les acteurs et en particulier par EDF, de l'intérêt qu'il y a à aider l'industrie. Oui, mais parce que pour EDF c'est plus positif. Si vous voulez, on a beaucoup parlé de l'offre, on parle beaucoup de l'offre dans le domaine de l'énergétique, mais il faut aussi stimuler la demande et on peut augmenter beaucoup les usages électriques en France, dans l'industrie en particulier, mais aussi dans la mobilité et dans l'habitat. Vous publiez un livre, un gros livre, parce que c'était les 50 ans de l'Institut de l'entreprise. On a fêté les 50 ans de l'Institut de l'entreprise et on s'est dit, il vaut mieux regarder devant. L'Institut de l'entreprise a pour mission, si vous voulez, de rapprocher les Français de l'entreprise, qui est un sujet d'ailleurs, on vient d'en parler, on a encore du pain sur la planche, même si on progresse. Si on progresse. Et les derniers baromètres qu'on a faits sont intéressants. D'ailleurs, je voudrais vous donner un enseignement qui est très intéressant parce que ça a changé depuis 2-3 ans. Au-delà du fait que les entreprises, les Français font plus confiance à l'entreprise qu'aux autres institutions. On a posé une question, on fait une enquête avec le CEIPOF, on pose une question depuis quelques années. Est-ce que c'est plus important de libérer l'entreprise ou de la contrôler ? Et là, les Français ont basculé depuis 3-4 ans. Et la pourcentage des Français qui disent plus important de libérer, d'aider l'entreprise que de la contrôler augmente. C'est plutôt bon signe. Donc je pense que la classe politique devrait écouter les Français là-dessus. Oui, c'est peut-être ça, mais eux aussi vivent un peu en vase clos. Alors là, sur ce livre, oui. Vers 2050, donc vous avez demandé, j'ai envie de dire tous les grands patrons... Un peu plus de 30, le capital 31, je crois, exactement. Le capitalisme français, ça va de Christelle Edman, ça va, il y a Antoine Frérot, ils sont tous là, votre successeur, Benoît Bazin, à la tête de Saint-Gobain. Et vous leur avez posé la question en disant, c'est quoi l'entreprise en 2050 ? Qu'est-ce qui va affecter la transformation du monde et de l'entreprise, du monde de l'entreprise ? Et ils sont relativement optimistes. Ils sont optimistes sur l'entreprise. Indécrottables optimistes. Oui. Alors ils sont un peu inquiets sur les transformations du monde, mais ils sont plutôt optimistes sur le rôle de l'entreprise et sa place. Je dois dire que, si vous voulez, alors c'est très difficile de réfléchir à 2050. Quand on regarde ce qu'on pouvait dire en 2020, en 2000 et ce qui est arrivé en 2025, c'est pas très facile. Et ce qui s'est passé en un an, en un mois. Mais ce qui est frappant, si vous voulez, c'est que je crois que les entreprises, depuis quelques années, elles ont tellement de choses qui leur sont tombées sur la tête qu'elles ont beaucoup augmenté leur résilience. Covid, si vous voulez, la crise ukrainienne, Trump, qui fait qu'on ne sait plus ce qui peut arriver demain, tout ça. Et les entreprises, la Chine, les entreprises sont plus résilientes. Et donc je pense que quand elles regardent l'avenir, elles voient des transformations du monde très importantes, dans la démographie, qui est un sujet absolument majeur, la géopolitique, on en a un peu parlé tout à l'heure, la transition énergétique, l'intelligence artificielle, je crois que c'est ça les grandes forces. Et elles se disent, on va arriver à s'y retrouver, et donc elles sont confiantes sur le rôle de l'entreprise, à condition aussi que l'entreprise se transforme. Et je pense qu'effectivement, l'entreprise est appelée à s'exprimer, à jouer un rôle et à être un endroit
pour ses salariés et pour l'ensemble des parties prenantes, un endroit, j'allais dire, qui donne du sens et dans lequel on est bien. Hein. Et donc ça suppose aussi, de la part des dirigeants, j'étais frappé de voir que un certain nombre d'entre eux, même pas mal d'entre eux, évoquent ces sujets de modification dans le leadership des entreprises à terme. Il faudra, et moi par rapport à ce que j'ai connu il y a 30 ans, je peux vous dire on a beaucoup changé et on va changer encore. Justement, je veux dire, la remise en cause du chef d'entreprise qui est un peu toujours un peu Dieu le Père, hein, notamment. Mais ça a commencé à changer et je pense que ça va continuer à changer. On est plus horizontal. Qui donne plus de responsabilités. Et de ce point de vue-là... Un exemple. Si vous voulez, c'est de la décentralisation, on parle beaucoup. Je pense que toutes les grandes organisations et la confrontation avec les start-up, la demande des jeunes qui veulent du sens oblige à aller là-dedans. Ils veulent des responsabilités. Et donc, s'ils sont là, à la fois, il y a quand même une demande d'autorité, mais il y a une demande de responsabilité. Et donc, si les entreprises, en fait, c'est assez simple, dans le monde qui vient où la démographie va être plus difficile, si les entreprises, elles n'offrent pas ça, elles n'attireront pas les talents. Donc, si elles veulent être attractives, les entreprises, et elles ont compris qu'il fallait qu'elles soient attractives, il faut qu'elles changent leur mode de management. Merci beaucoup, Pierre-André de Chalendar. Est-ce que ce magnifique livre, on le retrouve, tous ces interviews de grands patrons, on les retrouve sur votre site de l'Institut? Oui, tout à fait. Le livre est en vente aussi. Merci beaucoup. Pierre-André de Chalendar, donc, le président de l'Institut d'entreprise et le co-président de la Fabrique de l'industrie